dans le Marais à Paris que nous avons rencontré Olivier Lejade et Omar Cornu du jeune studio de développement indépendant Make & Sleep. Créé en 2003 par Olivier Lejade, Make & Sleep a sorti mi-juin son premier jeu, Soul Bubbles. Un titre DS au concept original, développé par une petite douzaine de personnes. Créé de manière totalement indépendante, Soul Bubbles est édité et distribué par Eidos, un éditeur qui a définitivement du nez, puisqu'on leur doit déjà la sortie DS en septembre dernier de l'excellent Nervous Breakdown. Mais si Soul Bubbles est le premier titre de Make & Sleep, en revanche, ce n'est pas le premier jeu de Omar et Olivier. J'ai commencé dans le jeu vidéo il y a maintenant un peu plus de 8 ans, en fondant une entreprise qui s'appelait Nevrax et qui a développé le premier univers persistant français qui s'appelait Saga of Radium. J'ai quitté Nevrax, mais j'ai récupéré assez d'argent pour fonder Make & Sleep. Et à ce moment-là, j'ai décidé qu'on allait faire un studio qui allait nous permettre de créer des jeux comme comme je voulais créer des jeux vidéo, et sans avoir de contraintes et d'investisseurs à qui il fallait rendre des comptes. Donc c'est ni d'investisseurs externes comme des éditeurs, ni d'investisseurs internes comme du capital risque, comme c'était le cas à Nevrax. Le premier projet de Make & Sleep fut en fait un jeu de poker en ligne. Mais le jeu qui bouleversa totalement le studio, à tel point qu'ils décidèrent de déménager à la fin du développement, n'est autre que Soul Bubbles. En fait, Soul Bubbles est né du fait que pendant qu'on était en train de faire le jeu de poker, c'était pas extrêmement créatif. Donc il y avait un désir de faire quelque chose de plus créatif à côté. Et puis c'est aussi né de mon désir depuis des années déjà de travailler avec Omar Cornu, qui est le lead programmeur sur Soul Bubbles. Mais jusqu'à ce projet-là, on n'avait jamais trouvé vraiment de terrain d'entente, parce que moi je suis assez porté donc naturellement par la liberté offerte par l'environnement de développement du PC, et Omar est plus attiré techniquement par les consoles et le fait que ça soit des plateformes fixes sur lesquelles on peut aller vraiment chercher les derniers pourcents d'optimisation. Moi, ma première console, c'était la Sega Master System, donc j'ai beaucoup de souvenirs là-dessus. Et effectivement, j'ai développé un soft qui s'appelle Mecha, qui est un émulateur de console Sega 8-bit. Et aujourd'hui, j'ai une grande passion encore pour toute cette gamme de consoles. Et donc j'ai fait l'émulateur et en même temps, je joue toujours à ces jeux et je les collectionne. Il s'avère qu'avec la DS, on a trouvé un terrain d'entente. Parce qu'on pouvait sur DS développer avec des coûts de production qui étaient plus raisonnables. Et donc rendre des risques créatifs plus importants, et Make & Sleep était en mesure de supporter le risque créatif sur un jeu DS, ce qu'on n'aurait pas été en mesure de faire sur une plus grosse console. Et en plus, d'un point de vue purement game design, c'était une plateforme attirante parce que y avait cette notion de mobilité, cette notion d'écran tactile. On a cru très tôt à la DS, nous, et on sentait qu'on pouvait en faire des choses intéressantes. Donc c'est comme ça que le projet est né. Omar m'a amené un prototype technologique où il y avait des petites bulles sur lesquelles on pouvait souffler. Au début, c'est surtout de l'ennui parce que je travaillais donc dans cette boîte aux États-Unis, j'étais pas du tout content de ce que je faisais, il pleuvait, etc. Et j'en avais un peu marre des jeux vidéo avec des skateboarders et des gangs. Et j'ai pensé à cette idée de bulle de savon parce que je travaillais un peu la physique à l'époque. Et j'aimais bien le côté zen, peaceful, universel de la chose. Donc j'ai développé ce prototype. Au début, c'était pas grand-chose, c'était une journée de travail avec juste des petites bulles qu'on voyait à l'écran. À l'époque, elle collisionnaient pas, on pouvait rien en faire. Mais il y avait un côté plaisant, elle réagissait physiquement, il y avait un petit côté agréable, et on s'est dit que il y avait peut-être quelque chose à en faire. Et donc on s'est mis au travail, d'abord lui et moi. Donc ça, c'est quelques mois plus tard, quand on avait commencé à travailler les différentes interactions qu'on pouvait faire avec des bulles. Donc par exemple, on avait le dessin des bulles. Même si on a développé les prototypes sur PC, Soul Bubble était vraiment à la base un projet qu'on pensait pour la DS. On avait envie de faire un jeu DS. La DS, je serais tenté de dire que c'est le dernier bastion dans lequel je peux exprimer la sensibilité
de jeux au gameplay, de jeux qui mettent en avant le gameplay avant forcément la technique. Dans cette démarche de chercher le plaisir, on s'est dit avec qui on aimerait travailler. Est-ce qu'il y a des gens sur le terrain du game design avec qui j'aimerais vraiment travailler? Et évidemment, le nom de Frédéric Reynal est rapidement sorti du chapeau. Je suis allé lui montrer le prototype au moment où on en était, c'est-à-dire à cette époque-là, on avait déjà les collisions, on pouvait faire les interactions très bas niveau, mais on n'avait pas de gameplay figé encore. Et donc je suis allé lui montrer ça et je lui ai demandé, mais Fred, est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec nous là-dessus, quoi. Et à ma grande surprise et mon grand plaisir, il a accepté. Frédéric Reynal, le créateur de Alone in the Dark et LBA, qui a rejoint depuis le staff d'Ubisoft, a donc été consultant gameplay sur Soul Bubbles. Crédité dans le jeu en tant que guide spirituel et guide du game design, il a ainsi accompagné l'équipe de 12 personnes dirigée par Olivier Lejade dans ses choix, afin d'aboutir à un résultat homogène. Frédéric est intervenu en tant que consultant. Au tout début, là où c'est vraiment critique, parce que c'est là où on fige le cœur du gameplay, il est venu nous apporter son œil extérieur, déjà, parce que nous, on était le nez dedans à travailler tous les jours dessus. Fred est excellent, c'est un mec très sympa, et effectivement, à chaque fois qu'il venait nous voir, il avait des tonnes d'idées à nous proposer. Et puis surtout, toute son expérience, il nous a fait gagner beaucoup de temps, je pense, parce que rapidement, il était capable de nous dire, enfin souvent, c'est arrivé qu'ils nous disent « ça va pas marcher pour telle et telle et telle raison ». Il nous déroulait le fil sans qu'on ait besoin d'explorer la voie en question. Donc les choses se sont mises en place petit à petit. On avait des briques de gameplay à droite à gauche, mais on n'avait pas d'ordre spécifique, on les avait pas classés en monde. Ça s'est fait au moment du travail de level design proprement dit. Quand il s'agit de vraiment concevoir les niveaux, à ce moment-là, on a commencé à raisonner en termes de monde et en termes de répartition de ces différents éléments de gameplay dans les différents mondes. Il y a certains comportements physiques qui sont venus assez tôt, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir les âmes, les premiers essais qu'on faisait, c'était des essais avec différents types de gaz et de fumée colorés. C'était de la fumée plutôt à l'époque. Et c'est ça qui est resté dans le jeu sous forme de gaz, dans le jeu final, qui affecte la physique de la bulle, qu'il en faut monter, descendre, etc. Ça, c'est venu assez tôt, mais ça s'est implémenté finalement assez tard. Ensuite, chaque monde du jeu dans Soul Bubble a des spécificités, et ça, on peut dire qu'elles sont vraiment apparues au moment où on a fait la production, au moment où on a développé ce monde-là. Il y a une logique, c'est-à-dire que on a voulu réserver des choses qui changeaient, qui étaient en rupture assez forte avec le reste du gameplay pour la fin, typiquement le monde de glace, où la physique change assez radicalement, donc ça on l'a gardé pour la fin. Et inversement, on a introduit les mécaniques doucement, c'est-à-dire que on ne voulait pas créer de rupture trop grande au début pour laisser bien le temps aux joueurs de s'habituer au gameplay principal. Je pense qu'on était tous d'accord, ça vient de tout le monde, et qu'on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on fasse du gameplay avant tout. Et on pensait tout le temps gameplay quand on faisait Soul Bubble. Ensuite, c'est pas contraire à l'idée de faire un jeu casual. Je pense que Soul Bubble a le mérite au moins d'être accessible un peu à tout le monde. Ensuite, il y a des parties qui sont plus difficiles, notamment vers la fin, ça se complique. Donc on n'avait pas encore des âmes à l'époque, on avait ces espèces de particules, beaucoup plus de particules dans la bulle. Pour titiller le panel hétéroclite des joueurs DS, il fallait également trouver une identité visuelle au jeu. Une âme en quelque sorte, avec laquelle le gameplay pourrait faire corps. Bon, la style graphique très différent de ce qu'on avait au final, parce que c'était des données temporaires qu'on a faites pour cette démo de l'E3. Mais le gameplay du jeu, il est clairement visible. Effectivement, on s'est posé la question, et c'est ressurgi plusieurs fois au tout début, de est-ce qu'il fallait mettre un personnage, un avatar ou pas. Bon, là pareil, c'est moi qui ai poussé pour qu'il y en ait un, parce que je pense qu'il y a un facteur d'attachement émotionnel important. Avant de parvenir à ce résultat, que l'on doit au graphiste principal Benjamin Fiquet, les directions les plus diverses ont été envisagées. Fascinante phase de pré-production qui intervient ici tardivement, où tous les possibles se bousculent.
Parmi ces possibles, un look épuré, un peu pop, coloré façon Loco Loco, a même été envisagé. Mais la sortie en 2006 du jeu de Kono Tsutomu a conduit l'équipe à privilégier une autre direction. Les deux jeux ont d'ailleurs été souvent comparés, certains allant même jusqu'à faire de Soul Bubbles le Loco Loco de la DS. Je pense que c'est une comparaison qui nous a plutôt servi, dans le sens où il y a pire que d'être comparé à un bon jeu. Maintenant, je pense que les jeux sont radicalement différents. Dans Soul Bubbles, déjà, il y a une variété d'actions qui est beaucoup plus grande. L'esthétique est très différente. On a veillé à ce que l'esthétique soit différente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on était déjà en production depuis plus d'un an et demi, je crois, quand Loco Roco a été annoncé. Donc nous, on a été un petit peu refroidis au début quand Loco Roco est sorti sur les écrans, parce que évidemment, on a tout de suite compris que les gens allaient comparer les deux jeux. Mais si influence il y a, il faut plutôt aller la chercher du côté des jeux 8 bits, voire 16 bits. Je pense qu'on a une connotation un peu rétro dans le fait qu'on n'a pas cherché à être logique dans nos choix de design. Je pense qu'aujourd'hui, la mode, c'est de rendre les choses logiques physiquement ou par rapport à un univers. C'est-à-dire que quand il y a une plateforme, il y a un truc qui la soutient. À l'époque, c'était pas le but. À l'époque, il y avait des trucs qui flottaient dans l'air, qui tournaient sur place, etc. Voilà, ce petit coup d'œil au développement parisien de Soul Bubbles se termine. Alors autant conclure sur une petite note gamer en hommage à la culture 8 bits d'Omar Cornu. Sachez qu'en terminant les niveaux d'une certaine façon, le jeu gratifie le joueur d'un petit commentaire de circonstance. Si vous terminez un niveau sans couper une seule brindille, vous serez ainsi qualifié d'amoureux de la nature. En finissant le jeu, il est même possible de débloquer dans le menu galerie un mini making-of et des niveaux bonus. Ce qui permet d'admirer le look Okami qu'aurait pu avoir Soul Bubbles dans une autre vie. Une vie qu'on lui souhaite longue et pleine de suite.